et pas s'approcher trop, on va le faire progressivement. Je suis en train d'expliquer un petit peu. Là, les chevaux arrivent, on va attendre qu'ils soient tous là. L'Alezan, plutôt un bon comportement. Le B a l'air un peu plus stressé. Forcément, plus ils vont se rapprocher de la tribune, plus ça va être compliqué. L'idée, c'est de les habituer gentiment à vous, à la tribune. Donc, de ne pas forcément tout de suite aller raser le mur, mais de s'en approcher progressivement et de voir après si on peut faire une pause. Quand tu vois qu'il est un petit peu plus cool, là, tu vois, c'est déjà un peu plus le cas. Voilà, l'arrêter et essayer d'ancrer systématiquement quand il s'arrête, de ne rien faire, éventuellement gratter s'ils aiment ça. Lui, j'ai vu qu'il aimait bien. Si ce n'est pas le cas, bah, ça ne sert à rien, faire ce qu'ils aiment. Et s'ils ne veulent pas tenir en place, leur demander des choses précises, des choses simples qu'ils connaissent. Donc ça, c'est vous qui connaissez vos chevaux, mais que ce ne soit pas trop coercitif, mais que ça les occupe. Et après, dès que vous avez un petit mieux, d'arrêter de bouger leurs pieds et de voir s'ils peuvent observer en restant immobiles. Ça va être le premier exercice à faire. Vous éloignez pas trop l'une de l'autre, mais ne restez pas non plus collés, parce qu'il ne faut pas que ça soit qu'ils soient trop dépendants les uns des autres. Mais d'un autre côté, s'il y en a un qui est un peu plus calme, l'Alezan a l'air quand même un petit peu plus serein là tout de suite, mais le B se pose un peu, ça va être soit un effet vertueux, soit vicieux, on va voir. Oui, je vais vite vous présenter les chevaux qu'on a là déjà, que vous sachiez de quoi on parle. Pour l'Alezan ici, il s'appelle Zadig Devin, Z. C'est un fils de Sirocco Blue et Harley, hollandais. Le cheval a 4 ans, c'est en 2020, il est en Suisse depuis 2 jours. Donc il est frais de chez frais, on ne sait pas exactement. C'est un cheval à M. Ménétré de Romont, vous connaissez peut-être, ancien maréchal Ferrand, qui nous le met à disposition aujourd'hui. Et Lodi Magnin, qui sera sa cavalière, ne connaît pas du tout le cheval, c'est la première fois qu'elle le voit. Pour le cheval B là-bas, il s'agit de Bouba, c'est une jument aussi 2021. Le propriétaire est sur la tribune là-bas, il est en train de marcher, M. Mirko Morelli de Prévert-Noréa, pour ceux qui le connaissent. Et le cheval est très vert et il sort du parc. Il est déjà débourré, mais il était au parc. Elle aura un autre cheval qui vient aussi de chez lui cet après-midi, qui lui a un peu plus de routine. Mais ça, c'est vert chez vert encore. Voilà pour ces deux-là. Donc a priori, l'Alezan réagit un peu à la selle. Donc là, elle n'a pas trop sanglé, elle a fait gentiment. En plus, là, il y a les trotteurs qui courent en même temps. Donc sur le... c'est assez impressionnant, le bruit du sulky et le mouvement. Donc ça les met forcément un petit peu en tension juste avant d'arriver. Voilà notre troisième, je vais les fermer. Ça va? Voilà, donc les sulky, c'est un peu compliqué. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc là, pour l'instant, juste, vous approchez pas trop de la tribune, ça va être compliqué. On va attendre qu'ils prennent la mesure du truc. Quand il ne bouge pas, mais qu'il observe, on ne fait rien. Faire quelque chose d'agréable, juste caresser. Alors là, vous voyez, il a tous les signes de stress. S'il veut bouger, essaye de le faire bouger, mais avec des demandes précises qu'il connaît, si c'est possible. Et dès le moment où il s'immobilise, mettre du confort. À chaque fois que vous avez une immobilité, ça doit rester confortable. Je vais fermer le manège. Ok, ce troisième cheval, c'est Clovis Denis. Ça a l'air d'être mieux là. Il est né au mois de juin 2020. C'est mieux là. C'est un hongre lusitanien par Vacairo, pour ceux qui connaissent, et Ulanadajna par Beduino. C'est propriété de Stéphanie Charrière, qui sera aussi sa cavalière. Et ils viennent du manège de la Joue, en Gruyère, si vous connaissez. Et tu fais du dressage plutôt avec. Hein? Les autres sont censés être des sauteurs, les deux autres. Donc quand vous savez que vous avez une zone qui va être forcément un peu plus compliquée, donc là, notamment la tribune, on ne va pas contraindre le cheval tout de suite à y aller. Au contraire, il faut essayer de moduler l'environnement. C'est-à-dire que plus on va s'éloigner de l'endroit où on veut aller, plus on va faire des demandes au cheval et plus on doit le garder un peu actif. Et plus on va se rapprocher de l'endroit où on veut le mettre, plus on va en faire moins.
pour qu'il trouve finalement un certain confort à venir là où, à la base, il n'avait pas l'idée d'aller, au contraire. Donc, ce qui est intéressant, là, c'est d'observer quand même l'attitude, la hauteur de la nuque, et voir un petit peu comment il se comporte. On voit que ça commence à descendre un petit peu, mais voilà, c'est tout à fait normal. Alors voilà, n'hésitez pas, quand s'il bouge, voilà, à faire attention qu'il soit toujours avec vous. Vous avez une oreille avec vous, c'est normal qu'il regarde les autres. Vous pouvez rester un peu ensemble, mais pas non plus rester tout le temps ensemble, parce que sinon ça va être difficile de les séparer. Alors, votre protocole habituel, c'est quoi? On va commencer par toi. Je vais répéter. Comment tu fais d'habitude quand tu détends le cheval avant de monter dessus? Oui, de celui-là. Hein. Stop. Donc elle vérifie si elle a des réponses sur quelques demandes simples au sol, et notamment session. Ouais. D'accord. Tu longes ou pas avant? Pas forcément. Donc elle ne longe pas forcément, mais elle voit s'il est avec elle. Elle va ressangler progressivement, vérifier si au montoir il n'y a pas de problème avant de se mettre dessus. Donc ça me paraît très logique. Tu peux, si tu sens qu'il est relâché, ce qui a l'air d'être plutôt le cas, tu peux commencer à faire un peu ce protocole-là, ce que tu fais habituellement. Puis moi, en fonction de ce que je vois, peut-être que je te donnerai des indications. Et si ça va, quand tu me dis que c'est OK, tu me fais signe. D'accord ? Alors, quel est le protocole de celui-ci ? Bon, ça peut aller plus vite, oui. Si tu peux. Non, ok. Vas-y. Alors, comment tu fais habituellement ? Ok, longe. Célébridé, ok. Et quand le cheval est attentif, vous mettez le cavalier, toujours à la longe avec un longeur. Ok, donc là je vais faire un petit distinguo là-dessus. Ok. Alors la longe, ça peut être une idée, hein, ça va détendre le cheval, ça va. Après, si le cheval n'est pas attentif et qu'il fait des cercles à fond, c'est pas forcément positif, mais ça va dépendre un petit peu de comment il est. Quand on travaille à deux avec les chevaux, moi ça me pose pas de problème. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est le cheval, est-ce qu'il écoute le longeur ou est-ce qu'il écoute le cavalier qui monte sur son dos? Ça, faut juste être sûr que le cheval ait bien fait le distinguo, parce qu'il y en a un qui va donner un ordre, pas les deux à la fois. Donc si c'est logique, si vous faites un protocole comme ça, ce que je conseille, c'est que le cavalier demande d'une aide très légère quelque chose et que le longeur exige la réponse de l'aide que le cavalier a donnée. Comme ça, au fur et à mesure, le cavalier va progressivement prendre le pas sur le longeur. Si c'est bien fait et bien coordonné, mais le problème, comme on en a parlé un petit peu de timing, il faut que le timing soit le plus serré possible. Si vous rajoutez une personne de plus, le temps que la personne y pense, parle, que l'autre écoute, l'intègre, le fasse, on a déjà un timing qui s'allonge énormément. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, toi, tu ne le connais pas ? Si, tu le connais celui-là. Si. Oui. Donc, c'est quoi le protocole de départ que tu... Sur une nouvelle place qu'il ne connaît pas, je vais marcher, m'arrêter jusqu'à ce qu'il ait l'attention, puis quand je sais qu'il est bien, je Ok. le croise à lui, puis après je vois aussi qu'il est calme. Ok, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle marche avec, mais en faisant attention qu'il fasse attention à elle. Marcher, s'arrêter, éventuellement reculer peut-être. Ouais, voilà, reculer. Et si ça c'est ok, elle le longe et après elle se met gentiment dessus. Mais
pour l'instant, je vais vous dire, ne changez rien à ce que vous faites habituellement, parce que l'idée, c'est ni de provoquer le cheval, ni de changer son habitude. Et en fonction de ce que vous faites, moi, je vais orienter un petit peu et expliquer ce que je vois, et Constance peut faire la même chose en même temps. Encore une fois, cette phase aujourd'hui, là, c'est qu'ils prennent la mesure du manège, qu'il soit relâché et qu'on arrive à reproduire un petit peu ce que Constance disait d'ailleurs, à reproduire ce qu'on fait dans un environnement connu, mais dans un autre environnement qui est là plutôt difficile pour eux. Et en plus, il y a des miroirs. Je n'avais pas fait attention. Alors ça va parce qu'ils sont pas si mal orientés et il n'y en a pas de partout. Mais au haras, par exemple, la première fois qu'on va dans le manège du haras de Hus, il y a des miroirs latéraux de chaque côté qui sont très grands. Donc ils voient beaucoup de chevaux d'un coup, plus de chevaux, beaucoup de chevaux. Donc là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais des points de confort devant les miroirs. Donc c'est pareil, vous pouvez faire ce qu'on appelle un pattern, hein, c'est-à-dire une zone plutôt où on va travailler, une zone plutôt où on va ne rien faire. Préférez la zone de confort par ici, plutôt devant, entre moi et les obstacles là-bas, par exemple. Encore une fois, pas besoin de se rapprocher de la tribune. Par contre, si le cheval a envie de s'éloigner, vous voyez qu'il est perdu, il n'est plus avec vous, et que vous devez le mettre sur le cercle, plutôt mettez-le sur le cercle à la longe, de l'autre côté des barres. Donc là, je vais parler un petit peu de conformation. On a 3 chevaux de sport. On en a un qui est greffé un petit peu plus haut que les autres, hein, l'alezan, avec franchement, il est bien fait. Là, il n'a pas la nuque assez haute, mais tout à l'heure, quand il a mis la nuque encore plus haute, il y a une toute petite gorge de pigeon. Là, on en a une aussi avec celui-là qui est greffé assez haut finalement aussi par rapport à son physique. Donc plus courte et plus trapue, plus compacte. Bon, avec la selle, c'est plus difficile à gérer. Celui-ci est plus horizontal. Alors pour des chevaux d'obstacle, hein, on ne cherche pas des chevaux faits trop en montant. Hein. Le mieux pour un cheval d'obstacle, c'est plus un cheval horizontal pour sauter. Pour dresser, effectivement, là, c'est mieux d'avoir des chevaux faits en montant. Si je fais le grand écart, un cheval hollandais, il est plus fait pour dresser qu'un selle français, quoi. Si on prend les selles français d'avant. Et progressivement, là, je vois que, vous voyez, hein, si on prend juste le détail de la hauteur de nuque, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que l'alezan, il est rentré presque avec la même hauteur de nuque qu'il a maintenant. Donc, alors que les autres sont rentrés avec une nuque beaucoup plus haute, et là ça commence avec la locomotion, et il commence à descendre la nuque plus facilement. Alors que l'alezan est sur le même niveau d'alerte presque au début, alors que les 2 autres ont plutôt baissé. Et je dis souvent à mes étudiants, hein, vous aurez plus d'indications à être attentif aux oreilles qu'aux yeux du cheval. Il regarde toujours avec ses oreilles, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez forcément les oreilles orientées vers les sources qui les intriguent. Donc là, si vous sentez que les chevaux se relâchent un petit peu, vous pouvez rapprocher les 2 membres. Et alors, pour ceux qui font des arrêts, repartir, reculer, notamment celui-ci là qui le fait bien, essaye de penser aux diagonales opposées, ce que je disais ce matin. C'est-à-dire que quand vous arrêtez avec le cheval, vas-y, arrête-toi. Arrête-toi. Bien sûr, il s'est arrêté carré. Fais un pas en avant ou un pas en arrière, peu importe. Voilà, donc là c'est le diagonal. Plus maintenant. Il y a toujours un diagonal qui va être prêt à partir. Il faut juste essayer d'être un petit peu précis au début et voir si tu ne peux pas le faire partir tout de suite sur le diagonal droit quand tu es à gauche et le diagonal gauche quand tu es à droite. Donc le faire reculer éventuellement pour repositionner les membres pour qu'ils partent sur le diagonal opposé à toi, juste pour qu'ils gardent l'équilibre et pas qu'ils fassent ça. Souvent, et là c'est ce qu'on voit, hein, l'épaule vient sur le meneur. C'est quelque chose de courant. Et alors ce qu'il faut faire attention surtout, et ça c'est ce qui est le plus désagréable, c'est l'épaule qui vient sur vous et la tête qui va à l'extérieur. Parce que ça, la suite
La suite, c'est je me barre en utilisant, et vous risquez de vous retrouver avec les postérieurs devant vous. Donc c'est pareil, il faut essayer de voir si, bon là ils sont stressés, donc forcément c'est exacerbé, mais quand ils le sont moins, si on peut écarter cette épaule et avoir voilà, une distance d'un petit mètre entre vous et le cheval pour des raisons de sécurité et s'en rapprocher après. Moi, par expérience et avec quelques fractures en plus, je me dis que c'est pas plus mal d'avoir le cheval loin dans un premier temps et de se rapprocher après, plutôt que d'être obligé de le gérer et de gérer avec force du coup, parce que dès le moment où il est au contact, vous ne pouvez pas signifier au cheval quelque chose, vous allez être obligé d'agir physiquement sur le cheval. Et l'idée, c'est quand même d'établir un dialogue avec lui, et du coup, pour établir un dialogue, il y a quand même un langage non verbal, c'est-à-dire son positionnement, les gestes, les intentions qu'on va mettre. Si on est collé à lui, il ne va pas pouvoir les lire et on sera obligé tout de suite d'utiliser de la pression et du contact. Et je préfère utiliser la pression et le contact pour l'équitation à venir que pour lui signifier des choses basiques. Là, on voit que le B, vous voyez, il a toujours une oreille vers sa cavalière, là, de plus en plus. Même l'alezan, hein, là, on a des chevaux qui se comportent globalement très bien par rapport à l'environnement. Ils sont relativement attentifs. Lui, c'est de mieux en mieux. Là, le fait de demander rien de simple et rien de compliqué, pardon, et l'environnement est quand même assez prenant, ils arrivent quand même à revenir rapidement vers leur cavalier, donc cavalier en l'occurrence. Donc ça, c'est très positif. Là, vous voyez, il a baissé de rythme. Ok, ça c'est pas mal. Si vous avez des questions, je vais laisser 5 minutes. Si vous pensez que pour ceux qui veulent mettre en mouvement et longer, je pense que c'est faisable. Vous avez besoin d'un outil ou pas? Je vais te donner quelque chose. Tu as besoin d'un outil, toi, ou pas? Non, pas pour l'instant. Ouais, soit la grise, soit ça, soit ça. Choisis ton arme. Puis ça va nous permettre de les observer un petit peu en mouvement. Donc vous voyez déjà, le cheval, là, il se couche beaucoup plus quand il est vers nous que quand il passe à l'extérieur. Bon, là c'est plutôt bien, hein, sur 2 cercles au trot, on a quand même un peu de régularité. C'est pas... Il suffit que je le dise, c'est toujours pareil. Après, moi, je suis contre rien hein, en général, mais la longe, moi j'ai la chance d'avoir un marcheur, je les mets au marcheur avant scellé. Ça permet de chauffer un peu tout ça, de placer la selle, etc. C'est quand même toujours mieux de les longer ou de les bouger avant de monter dessus, surtout des jeunes. Déjà, ça évite des réactions, de pression qu'ils peuvent avoir. C'est pas naturel hein, pour un cheval de serrer le ventre, ça bloque le diaphragme, etc. Donc pour la respiration, c'est un apprentissage, hein, tout simplement. Donc ça doit se répéter un certain nombre de fois. Faites attention quand vous envoyez vos chevaux sur le cercle, essayez d'avancer vers l'épaule extérieure, de ne pas reculer. Petite chose simple, quand vous longez, si vous reculez, vous allez forcément aspirer le cheval vers vous, donc vous allez favoriser le fait qu'il se couche, alors que si vous avancez, même juste d'un pas, hein, c'est la différence entre longer comme ça
et longé comme ça. Là, je recule, mais je ne bouge pas. Et là, j'avance et je ne bouge toujours pas. Mais l'intention vers le cheval n'est pas la même. Et vous verrez que si vous faites l'exercice avec des chevaux que vous connaissez, vous faites un coup en reculant, un coup en avançant, vous allez voir que ça va changer quand même déjà quelque chose. Si le cheval est attentif. Et c'est toujours mieux d'essayer d'avancer sur le cheval, parce que ça va le rééquilibrer sur le cercle, naturellement. Il est sage, là, Alzan. Tu l'as ressanglé? Hein? Peut-être ressangle-le et vois si tu peux le faire un peu trotter, voir si... ou tu peux le faire trotter dans un premier temps et le ressangler peut-être après, si tu sens qu'il va réagir. Alors ça, c'est pareil. Alors, hors problématique de dorsalgie ou de cervicale, parce que ça, c'est pareil, il y en a de plus en plus et il y a un gros paramètre congénital là-dedans. Mais si on évince ça, les chevaux sont vraiment pas égaux, que ce soit sur la mise de la selle ou le mort. C'est-à-dire que j'ai des chevaux, on va leur mettre la selle, c'est comme s'ils l'avaient toujours eu. Et à d'autres, il va leur falloir une semaine, voire 15 jours pour totalement bouger normalement avec la selle. Et quand je dis le mort, c'est pareil, ça c'est un truc que j'arrive pas à expliquer. J'ai eu des chevaux qui, dès qu'on leur mettait le mort sans action, grinçaient des dents. J'en ai eu d'autres qui grinçaient des dents quand on mettait plus de pression, d'autres qui grinçaient moins des dents quand on mettait plus de pression. Enfin, j'arrive pas à faire une généralité là-dessus. Ce qui est certain, c'est que forcément, plus ils sont contractés, plus ils se contractent dans la mâchoire, plus ils ont tendance à grincer. Mais notamment le cheval de Jessica, là, qu'elle monte un peu, qui commence le Grand Prix, la Jumbé de Hus, lui, je lui ai mis le mort et il a grincé des dents. Et quand on travaillait, il grinçait plus. Ce qui est normalement contre-intuitif, quoi. Donc voilà. Oui. Je vais répéter la question. Les étriers en bas, en longeant, est-ce que c'est un problème? Alors, moi, je fais toujours avec les étriers lâchés. Mais par contre, j'ai des étriers légers en plastique. Fins, pas des gros planchers. Parce que c'est pareil, c'est un exercice de désensibilisation. Alors c'est vrai que des fois, c'est pas agréable, ça va toucher le coude, etc. Mais quand on va monter pour les montoirs, on va toucher le coude, de temps en temps en tout cas. Même, il suffit que le cheval avance un peu et qu'on se retrouve un peu déséquilibré et qu'on touche le coude, il ne faut pas qu'il réagisse. Donc je pense que ça peut être un bon outil de désensibilisation. Après, il faut voir que la hauteur ne soit pas pile poil avec la pointe du coude quand même, parce que quand ça tape dessus, c'est pas confortable. De ne pas avoir des gros étriers en acier. Mais je pense que voilà, faire un mix des deux, c'est pas plus mal. Parce qu'en plus, quand on remonte les étriers, souvent à la longe, ils finissent par descendre. Ou alors il faut sangler, mais quand on va à un moment ou un autre les redescendre. Après, ce que je fais, j'ai mes grandes chaps que j'avais quand j'étais au Montana, que je les accroche dessus, je les longe avec au début, qui s'habituent à ce qu'il y ait quelque chose qui ballotte à gauche, à droite, et que ça ne soit pas un problème, et que ça soit pas, et que ça fasse pas mal. Mais c'est vrai que j'ai une étudiante qui avait des gros planchers avec des Flexon, là, avec des gros planchers à alu. Je l'avais déjà longé avec des petits étriers et j'ai dit tu peux mettre ta selle, mais j'ai pas pensé à ça. C'est une jument de complet là et ça a cogné sur le genou, elle a explosé et après il a fallu retravailler ça, quoi. Donc faire attention, mais c'est une bonne question. Mais moi ça me dérange pas qu'il soit descendu, au contraire, parce qu'on voit qu'il n'y ait pas de réaction quand ça ballotte un petit peu sur les flancs. C'est un outil de désensibilisation. Sûr. Wenn Sie... Je peux te prendre ton... C'est quoi le numéro pour français? Canal 2, il y a seulement le 2 ici. Wenn Sie die Pferde jetzt aufmerksam beobachtet haben, dann werden Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass alle angefangen haben, auf der linken Hand zu longieren.
und dass es auf der rechten Hand für einige erstmal schwieriger war. Und das ist, wie soll ich sagen, für Jungpferde absolut typisch, weil man das eigentlich erst trainieren muss, dass das Pferd einen auf der linken Hand genauso akzeptiert oder genauso erkennt, würde ich mal so sagen. Lange Zeit wurde immer behauptet, das hat was mit der motorischen Einseitigkeit zu tun. Also einerseits mit der Schiefe, dass die meisten Pferde eben eine Neigung dazu haben, nach rechts schief zu sein, und mit der motorischen Einseitigkeit. Aber interessanterweise, wenn man Pferde auf der Weide beobachtet, haben wir 45% Rechtshänder und 45% Linkshänder. Also kann es eigentlich gar nicht sein, dass alle 3 Pferde hier einen starken Vorzug für links gezeigt haben. Wir hätten jetzt zumindest einen oder vielleicht sogar 2 haben müssen, in dem es umgekehrt ist. Und die unter Ihnen, die schon viel mit Jungpferden gearbeitet haben, werden das kennen. Es ist am Anfang in der Regel rechtsrum schwierig. Das heißt, dieser Aspekt ist tatsächlich kein Faktor der Schiefe und auch kein Faktor der motorischen Einseitigkeit, sondern ein Faktor der sensorischen Einseitigkeit. Weil alle Säugetiere auch sensorisch, also mit ihren Sinnesorganen, einseitig sind. Das heißt, auch wir haben einen starken Vorzug davor, in welcher Situation wir lieber mit dem linken und dem rechten Auge schauen. Und das haben Pferde eigentlich noch viel stärker, weil ihre Augen lateral sind. Das heißt aber auch, die Augen und die Ohren sind quasi einseitig. Und das Gehirn fordert tatsächlich ein, welches Auge jetzt gerade verwendet wird. Und da unsere Pferde Fluchttiere sind, ist es bei ihnen am Anfang, zu Beginn, sehr stark ausgeprägt. Weil wenn sie Informationen über das linke Auge und das linke Ohr aufnehmen, geht es an die rechte Gehirnhälfte, und das ist die erst einmal emotionale Situationen kontrolliert, Fluchtreaktionen und reaktive Situationen auch. Sodass das Pferd jetzt am Anfang erst einmal wissen möchte, dieser Mensch, der mich jetzt longiert, ist der mir gut gesinnt oder nicht, also muss ich vor dem flüchten, ja oder nein, und dann ein sehr, sehr starkes Bedürfnis dafür hat, den Menschen am Anfang links von sich zu halten. Deswegen laufen die meisten Jungpferde am Anfang links rum, auf der Longe viel ruhiger und ausgeglichener. Und wenn wir dann versuchen umzudrehen auf die rechte Seite, hat uns das Pferd dann in dem Auge, im rechten Auge, mit dem rechten Ohr, mit dem es eigentlich, wie soll ich sagen, rationale Entscheidungen fällt. Dazu ist es aber vielleicht jetzt noch gar nicht in der Lage, weil es noch ein bisschen angespannt ist, noch ein bisschen ängstlich. Und es fordert im Prinzip jetzt gerade von uns ein, hallo, ich mag dich jetzt eigentlich lieber links vor mir haben. Ich fühle mich noch nicht so wohl. Das heißt, es ist dann eigentlich jetzt, wenn Sie jetzt die Pferde weiter beobachten, umso häufiger die Personen dann jetzt auch so von links nach rechts immer wieder hin und her wechseln. Umso ruhiger wird das Pferd, umso mehr gewöhnt es sich an die Situation und umso mehr ist es auch bereit, den Menschen von sich rechts zu akzeptieren und dann einfach auch so langsam so in die kontrollierte, wie soll ich sagen, kognitive Situation zu kommen, dass es sich überlegt, was will der eigentlich von mir oder was ist das jetzt hier überhaupt für eine Situation, und das Ganze besser zu verarbeiten. Und letztendlich, vielleicht würden einige sagen, okay, dann fange ich doch gleich rechts an, dann kann er eigentlich sofort kognitiv arbeiten. Das geht eben leider nicht, weil unsere Pferde sind Fluchttiere. Die müssen immer erst einmal quasi mit den linken Sinnesorganen abstecken, die Grundqualität dieser Situation, ist es gefährlich, ja oder nein? Und wir müssen ihm die Möglichkeit geben, immer wieder zwischen den 2 Gehirnhälften quasi die Informationen hin und her zu verwechseln. Und umso mehr sie das trainieren, umso schneller wird das gehen, sodass die älteren, sehr gut trainierten Pferde, die machen diese Entscheidungen noch ganz kurz, dass sie uns erstmal links haben und stellen dann fest, okay, alles in Ordnung, kenne ich die Situation, und dann können wir auch mit ihm rechts arbeiten. Aber deswegen beim Jungpferd braucht man doch noch mehr Geduld, und Sie sollten von Anfang an anfangen, immer wieder zwischen den Seiten zu wechseln. Dass Sie dem Pferd die Möglichkeit geben, immer wieder mit der reaktiven Seite, aber auch mit der kognitiven Seite die Dinge zu verarbeiten. Und das war jetzt sehr interessant, weil es war bei allen 3 Pferden hier eigentlich sichtbar oder sogar deutlich sichtbar.
Alors, je vais juste faire un petit aparté sur l'enraînement. Donc, comme je vous disais, je ne veux pas changer le protocole des chevaux. Là, on a des rênes fixes. Alors, l'avantage, c'est que ça va conditionner le cheval à se mettre dans une attitude, en termes de position de nuque, qui va être la position de travail. Les inconvénients, alors moi, c'est l'enraînement, personnellement, que j'aime le moins, parce que c'est un enraînement qui fait lâcher le contact. Autant pour des vieux chevaux qui ont été montés longtemps, ça peut être bien justement pour les faire passer un peu derrière le mors quand ils sont un petit peu emmenés par leur locomotion. Autant pour des jeunes, ça leur apprend à lâcher le contact. Donc après, ça va être un peu plus compliqué pour eux de comprendre que quand on met la main, ils doivent rester dessus. Ils trouvent leur confort en cédant. Si vous regardez bien, le cheval, il va trouver une position de nuque qui va lui permettre de ne pas tendre les rênes fixes. Alors, il y en a avec des élastiques très souples, c'est un peu moins pire. Mais voilà, et encore une fois, tous les enraînements sont attachés en bas de la bouche, donc il n'y a pas de... L'axe et l'angle entre la main et la bouche du cavalier n'est pas le même. Donc autant par conditionnement, ils vont répéter cette attitude-là. Et le pire que j'ai eu à monter, j'espère que j'en aurai plus, mais même ça reste de m'arriver, c'est ceux qui ont été aux approbations des étalons, qui ont été longés à 2 ans pour faire le show des étalons. Ils sont longés en rêne fixe pendant X temps, ils sont bodybuildés, et quand on monte dessus, oui, ils se mettent en main, enfin, ils se mettent en position de nuque. On peut trotter comme des avions, mais dès que vous mettez la main, ils ne comprennent rien, en fait. Et ça, moi, je suis perdu, parce que je n'ai pas de communication, en fait, avec la bouche. Donc, faire attention à ça. Après, l'écurie de dressage au haras, ils longent systématiquement avec des rênes fixes. C'est marrant, c'est très propre aux dresseurs. Mais finalement, les rênes allemandes ne sont pas si mal si on les utilise bien, parce qu'on a un retour avec un triangle qu'on peut régler, et quand on met le grand triangle, en général, ils se mettent dans une position plutôt basse, et voire étendue même, et avec du contact. Donc souvent on critique les rênes allemandes, mais pour moi c'est loin d'être le pire des enraînements. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'explication un petit peu plus détaillée sur tous ces enraînements, parce qu'en fonction de chaque cheval, en plus, ça peut être utile ponctuellement, mais il faut qu'il soit adapté aux chevaux qu'on bouge, en fait. Il y en a un, par contre, qu'il faut mettre à la poubelle, c'est celui qui passe par le garrot, là, la corde. Ça c'est vraiment une catastrophe. La corde qui va au garrot et qui passe entre les arces et qui accroche la bouche. Il n'y a rien de pire, parce que ça comprime le garrot. À chaque fois qu'il y a un avancé des membres, ça tire sur la bouche à l'opposé. Ça n'a rien de constructif. Ça, c'est vraiment, je l'appelle l'enraînement de feignant. En fait, c'est les grooms qui ont commencé à utiliser ça sur les paddocks de détente dans les chevaux 5 étoiles. Alors effectivement, sur un cheval 5 étoiles qui a fait un parcours la veille et qui a 2 de temps sur cet enraînement-là, ça lui fait un certain stretching, mais c'est vraiment pas éducatif, c'est contre-productif. Le mieux, c'est le chambon, mais le problème du chambon, c'est que le cheval peut passer par-dessus. Et en fait, c'est pour ça que le GOG a été inventé. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait que des chambons, et après, il y a des chevaux qui passaient par-dessus. Du coup, le GOG a fait en sorte que la nuque soit au contrôle. Mais le problème, c'est que l'ouverture tête en colure du GOG est limitée. Alors que le chambon, normalement, plus ils ouvrent la tête en colure en descendant la nuque, plus ils ont du confort. C'est ce qu'on cherche avec un jeune cheval, c'est d'avoir cette rondeur et avec un angle tête en colure relativement ouvert. Alors après, moi je ne suis pas un acharné du roll-cure ou non plus de la libre encolure. Quand on travaille un jeune cheval, on va avoir des phases où il va être trop fermé, on va avoir des phases où il va être trop ouvert, et c'est une recherche permanente. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais en théorie, c'est que pour ça, il nous faut une régularité, une rectitude qui permettent de gérer une attitude qui soit stable. Et forcément, sur un 3 ans, on a difficile d'avoir une régularité, une rectitude constante pour avoir une attitude constante. Là, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est justement qu'on travaille. Alors, je vous ai donné le stick là, c'est juste pour être sûr déjà qu'il ne le fuit pas, il n'y a pas de problème. Est-ce que tout le monde peut s'arrêter par là et c'est plus un problème? Est-ce que, pour ceux qui connaissent leurs chevaux, vous les sentez comment? Bien.
Tu le sens comment? Bien? Parfait. Ok. On va juste faire un peu de travail. J'appelle ça du Andrew parce que je ne sais pas trop comment l'appeler en fait. Mais non, moi, je vais prendre celui-ci. Ça va grand. Allez, une petite réaction quand j'ai juste emmené la main. Donc là, c'est un cheval qui a vu le dentiste. Ah, petit détail sur la dentisterie, là, pendant que j'y suis. Il y a donc les barres. Je peux avoir le stick, s'il te plaît. Donc il y a les dents de loup qu'il faut retirer, dents de cochon aussi, mais c'est plus rare, hein, les dents qui sont en dessous, qui peuvent être gênants, déclencher des douleurs, déclencher des défenses ou des chevaux qui vont avoir la nuque qui vont tordre pour se soustraire à la pression du dent de loup, qui sont jamais régulières ni jamais symétriques. Hein. Et en plus, vous pouvez avoir des dents de loup qui sont toutes petites au toucher, mais qui ont une racine énorme et inversement. Donc il n'y a vraiment pas de règle pour ça. Et quand le dentiste il vient, il fait souvent le passage de mort, donc il biseaute les premières molaires. Pour les jeunes chevaux, j'essaye de dire au dentiste, laissez-moi de la hauteur de dents. Parce que si c'est trop biseauté, le cheval, vous allez agir directement sur les commissures. Alors que s'il peut s'appuyer un petit peu là-dessus, c'est plus confortable pour lui. Après, sur des vieux chevaux, alors ça va pas être une révolution, hein, mais sur des vieux chevaux, si vous avez des chevaux qui tirent, par exemple, bah là, demandez à votre dentiste qu'il fasse bien le passage de mort, qu'il le biseaute bien. Au moins, il aura justement un contact un peu plus franc sur la commissure. Et sur des chevaux qui lâchent le contact, laissez un maximum de hauteur. Et du coup, c'est pareil, adaptez le mort en fonction de votre contact. C'est-à-dire que si vous avez un contact plutôt léger, où le cheval ne prend pas trop appui, eh ben, ça veut dire qu'il faut un mort le plus souple possible. Et un cheval qui reste figé un peu ou qui s'appuie sur le contact, bah là, vous pouvez prendre un mort un peu plus coercitif, même si ça n'est que du bidouillage. Hein. Ce n'est pas de l'éducation. Alors, donc là, vous voyez, typiquement, il a son antérieur gauche là sur moi. Et par contre, le prochain pas va être le bon. Normalement, il devrait avancer. Voilà. Tac. Et là, ce que je vais faire, je vais déjà être sûr que mon stick soit pas qu'il ne le fuit pas, mais par contre que quand je mette un peu de pression et que je puisse le motiver avec le stick. Et en même temps, quand il est en mouvement, le caresser avec. Donc là, lui, pour le coup, il ne vient pas avec l'épaule, hein, il se barre même à l'extérieur. Et là, je vais arrêter et attendre qu'il repasse derrière. Il est très léger. Par contre là, j'aimerais un pas de plus. Donc là, je mets la même pression, et plutôt que de rajouter de la pression dans la bouche, je vais utiliser mon outil. C'est exactement la même chose que vous allez faire monter. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez une certaine attitude de travail, je vais demander avec ma main, le plus légèrement possible. Si le cheval ne le fait pas, c'est mes jambes qui vont agir après, qui vont lui poser, entre guillemets, un problème, et à lui de chercher la solution. Et quand il sera dans l'attitude que je recherche, je vais descendre mes jambes et assouplir ma main, mais ne pas lâcher le contact. Si je veux, encore une fois, pour des chevaux de sport, et conserver un contact. Si on a un cheval de loisir et où on veut faire de l'extérieur, on va privilégier l'inverse presque, c'est-à-dire qu'on va le laisser ouvert et libre dans l'encolure pour qu'il puisse regarder partout. Et du coup, on corrigera avec la main, mais on ne gardera pas le contact. On le verra peut-être avec le deuxième groupe, on a plus de chevaux de loisirs. Ça, vous pouvez faire un petit peu en même temps que moi. Donc l'idée, c'est de garder le cheval droit, à terme, éventuellement d'avoir les deux rênes dans une main, même contact sur les deux rênes, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire des longues rênes, et donc montrer et mettre le cheval dans cette attitude-là. Mais voir si déjà, en statique, est-ce que quand je mets une pression vers le bas, est-ce qu'il cède vers le bas? Est-ce que quand je mets mes deux rênes vers l'arrière, est-ce qu'au moins il reporte du poids vers l'arrière? Là, il résiste. Quand il résiste, je vais tapoter un petit peu un membre ou deux même. Hop. Et là, dès le moment où il passe vers l'arrière, je n'avais pas besoin de ces deux pas-là. Bien. Je relâche. Et pareil, on laisse bien du confort à l'arrêt.
et du confort dans le mouvement. C'est-à-dire que dès le moment où le cheval avance, je vais, entre guillemets, le laisser tranquille. Donc là, je repositionne mon diagonale, go. Là, il a tiré un petit peu vers le haut, donc je résiste un petit peu jusqu'à temps qu'il soit un petit peu plus léger. Je garde un petit peu d'impulsion quand même. Voilà, là c'est mieux. Hein, il a remonté sa nuque. Et vu que lui, il a tendance à monter cette nuque, mais c'est sa morphologie, alors là, vous voyez, là je suis confronté à l'environnement plus. C'est-à-dire que là, il a vu quelque chose dans le miroir, il s'est raidi. Donc là, il a cédé en même temps pendant que je parlais, c'est bien. Donc, pareil, faites attention aux endroits où vous passez. Si vous avez vu qu'il y avait des endroits qui étaient un peu inquiétants pour eux, ce n'est pas le moment de faire une demande. Bien, je fais l'erreur à votre place, pas mal. Alors, je vais refaire reculer pour repartir sur le diagonal que je voulais, et on est reparti grand. Voilà. Et je vais tourner tout de suite. Alors pareil, quand on tourne vers l'intérieur, je vais quand même repousser un peu l'épaule vers l'extérieur. Je vais bien faire attention que mon épaule ne vienne pas sur moi. Donc là, pareil, mon stick, je vais le garder un peu au contact pour être sûr, comme ma jambe peut être au contact sans vouloir dire plus ou moins d'impulsion. Et là, je vais attendre qu'il descende un petit peu cette nuque. Garder ce rythme-là. Voilà, là j'ai eu une bonne session. Encore. Ouais, c'est pas assez. Voilà, hop, là il a vu autre chose. On s'approche encore, j'ai un petit problème en viande. Ouais, là il a cédé un petit peu. Voilà. Et là, je vais m'arrêter. Donc là, il a tiré sur moi un petit peu. Je vais continuer à garder cette même pression. On repasse un petit peu derrière. Voilà, c'est bien. Je vais refaire. Et je vais vous regarder un petit peu. Et puis, quand c'est bien à gauche, on le fait à droite. Si vous avez tendance à avoir un cheval qui vous pousse sur votre épaule gauche, peut-être commencer à droite. Rien de compliqué. Cet exercice, il est simple. Moi, je le complexifie pas comme Andrew peut le faire. Et je suis pas super bon à faire ça. Ma femme est bien meilleure que moi. Mais ça peut être un exercice qu'on peut complexifier à foison. On peut garder le pli, remettre du contact sur un extérieur, comme à cheval en fait. Mais ça demande un peu de dextérité et d'habitude au sol, que moi j'ai moins en fait. Mais par contre, ça nous permet d'avoir le frein, d'avoir un peu de direction, d'avoir de contact un petit peu sur les deux rênes, voir ce que ça donne, de sentir un peu la bouche de son cheval, de le pousser sur le contact s'il y a besoin. Enfin, il y a quand même un éventail de possibilités là-dessus qui est assez bien. Et on peut combiner aussi ça avec les codes vocaux qu'on a instaurés en liberté, si c'est possible. Il faut qu'il marche un peu plus actif. Ce que vous faites au sol tout le temps, il faut penser monter. Qu'est-ce que vous aimeriez monter? Vous aimeriez ce contact-là? Vous aimeriez cette impulsion-là? Si c'est le cas, il n'y a plus rien à faire. Si ce n'est pas le cas, corrigez jusqu'à temps qu'il trouve le confort dans ce que vous recherchez. Et si vous remettez un peu plus de contact en fonction de ce que vous cherchez, en fait, parce que moi, là, je gardais un contact à peu près constant sur la bouche quand il marchait, mais c'était très léger. Je ne le connais pas, donc je ne vais pas l'agresser. Mais si vous voulez un contact très léger, c'est à vous de lui faire comprendre. Si vous voulez un contact un petit peu plus franc, il suffit de le pousser dessus, et quand il est bien dessus, ne plus rien pousser, ne plus rien faire. Donc après, vous mettez votre curseur de confort là où vous voulez l'obtenir, montez. Et ça va permettre aussi de concentrer les chevaux. C'est-à-dire que forcément, ils sont obligés d'être concentrés. Il faut faire des arrêts un peu régulièrement. Si ça marche bien à gauche et que vous êtes satisfait, là, je voudrais le voir marcher un peu plus. C'est pareil, autant le pas, j'ai plusieurs instructeurs qui m'ont dit ça, et je pense qu'ils avaient raison, quand on bidouille au pas, on dégrade l'allure. Par contre,
d'avancer au pas, d'avoir un maximum d'amplitude, on va étirer le cheval. Et si en plus on leur a appris justement avec le contact à aller vers le bas, ce que je vous expliquais ce matin, on va pouvoir avoir un cheval qui s'étire et qui augmente son amplitude au pas. Et ça, c'est toujours bénéfique, aussi bien pour le relâchement du dos que pour l'apprentissage du contact vers le bas et aussi pour sa locomotion. S'ils sont à pas compter, alors c'est bien quand on le demande, mais il faut pouvoir faire un petit peu l'accordéon, de pouvoir repartir, ravancer même au pas. Mais plus on est en train de fermer le cheval dans son dos, dans son encolure au pas, plus on dégrade l'allure. Et sur des chevaux qui ont beaucoup de locomotion, vous risquez un pas latéralisé. Surtout sur des chevaux qui ont un petit peu d'ataxie. Donc faites très attention. Du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez sur, par exemple, quand on regarde le bœuf foncé, il est un peu lent dans son pas, comme s'il allait plus à reculons qu'en avançant. Puis il est un peu froid, que ce soit au stick ou même à la stimulation. Comment est-ce qu'on peut lui donner l'envie d'avancer sans qu'il se repose sur nous, en fait? Alors, il faut chercher de l'autonomie. Ok, comment on fait ça? Eh ben, je vais le faire. Tu peux me le prêter? Comme je disais tout à l'heure, on va donner le confort au cheval dans l'immobilité ou l'action qu'on lui a demandé. Okay. Donc si on lui donne du confort dans ce pas un peu réduit, c'est notre responsabilité, c'est pas lui. Si moi, par exemple, je me dis, bah non, ce que j'attends de toi, c'est plus de mouvement en avant, bah, je vais être un petit peu plus expéditif. Alors, je vais être sûr déjà que ça, c'est bon. OK. Donc là, je l'ai choqué un petit peu. Et je vais pas le traîner. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut qu'il marche. Alors là, par contre, il est un petit peu trop devant moi. Et du coup, il n'est pas droit. Mais c'est normal parce que là, du coup, il se stresse. Donc, je vais revenir à ma base de désensibilisation puisque mon outil ne veut rien dire sans moi. La première chose, contact sur la bouche. Bon, là, je me fiche un peu du diagonal. Vous avez vu comme il se fige un petit peu? C'est pas grave. Voilà. Et là, je vais garder mon stick au contact pour être sûr. Voilà, là, j'ai un pas qui est un petit peu plus ample. Là, il n'est pas attentif. Hop, j'en fais un peu plus. Voilà. Et là, je ne fais plus rien. Donc, il va trouver son confort là-dedans. Et en général, si vous avez un cheval qui se freine, enfin, ou qui n'est pas dans l'impulsion, vous n'aurez pas de frein non plus. Parce qu'un bon frein, c'est de l'impulsion, finalement. J'ai encore une autre question. Ouais, allez-y. Si par exemple vous avez un cheval qui est très dominant, qui est du coup, quand là vous, dans votre demande d'aide, vous êtes très clair, très, Tiens. Comment on peut dire, Essaye d'obtenir ça par contre. strict on va dire, et que lui ça lui plaît pas et qu'il nous vient contre, que ça soit, là c'est par exemple là l'exercice il est ou pas, mais ça peut être dans la désensibilisation quand on le touche de tous les côtés et puis que tout d'un coup on arrive sur les fesses, il nous tire un coup de pied. L'idée, c'est de toujours répéter la chose jusqu'à ce qu'il le fasse bien, ou on peut avoir un autre intermédiaire, on va dire, parce que finalement, quand ils ont une réaction contre nous, déjà, on doit nous gérer notre émotion où on est contrarié ou fâché parce qu'il a pu nous faire mal, mais le fait d'avoir un cheval qui vient contre nous, c'est le but, du coup, de répéter l'exercice jusqu'à ce qu'il le fasse sereinement, ou voilà. Alors là, je vais sortir une phrase d'Andy, le problème n'est pas le problème. Mais en fait, c'est que j'ai mal fait mon travail si ça arrive. Ok. Ça veut dire que je n'ai pas vu avant que le cheval n'était pas capable de supporter ça. Okay. Alors là, j'aurais pu me faire surprendre. Hein. Ça peut arriver. D'ailleurs, ça aurait pu être rapidement arrivé parce qu'il s'est un peu contracté. Ouais. Il a eu un peu peur. Oui. Il s'est contracté et il a eu un petit temps de freezing. Oui. Pas grand-chose, hein. J'ai vu qu'en faisant plus, il faisait, mais du coup, il s'échappait. Donc, je suis repassé à désensibiliser. En fait, j'ai répondu à ta question en faisant ça, mais en 30 secondes. Oui. Et alors après, il faut décomposer. C'est-à-dire, quel est le problème? Est-ce que déjà... Alors là, Constance elle a parlé de latéralité. Est-ce que de gauche à droite, il se comporte de la même façon sur la désensibilisation? Souvent, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il accepte qu'il y ait une demande précise sur des choses simples, hein, soit du contrôle de hanche, soit juste avancer, reculer. Par exemple, Andrew, lui, il ne contrôle jamais les hanches. Il contrôle tout dans l'axe longitudinal. Mécaniquement, c'est mieux.
Mentalement, c'est différent. Moi, j'ai toujours trouvé que sur des chevaux, sur des entiers notamment un petit peu sauvages, faire dans l'axe longitudinal, c'est dangereux pour moi, quoi. Donc, je vais plutôt loin et contrôler les hanches jusqu'à temps d'avoir cette immobilité, mais cette mobilité dans la demande. Ok. Quand ils ne sont pas mobiles, je passe souvent d'abord par le contrôle de pied avant de désensibiliser, parce que je veux d'abord un cheval mobile. Ok. Parce que je vais avoir besoin de l'utiliser dans l'équitation, donc il faut qu'il soit mobile. Maintenant, il faut toujours trouver le bon équilibre, parce que s'il est mobile mais fuyant, ce qu'il aurait pu faire là avec le stick, il était fuyant au début, ça ne va pas m'aider non plus. Mais dans un premier temps, je vais être plus en sécurité quand même. Oui. Donc je vais peut-être utiliser un petit peu ça. Et sur les entiers notamment, je garde un tout petit peu de fuite, si je suis totalement honnête avec moi-même et mon travail. C'est-à-dire que sur des entiers qui peuvent vite se déconnecter, qui sont un peu chauds, qui vont être un peu froids à la jambe si je les laisse faire, je sais que si je les garde un petit peu sur le fil, ça va être plus facile pour moi. Ok. Alors que si je les mets trop en confiance, d'une, ils vont plus faire attention à moi. Ce qui va être intéressant pour eux, il est à 20, 30, 50 mètres, 200 mètres. Et du coup, je ne peux plus avoir des demandes précises, ou alors je vais être obligé de les surprendre. Et c'est là où ils se vexent, où ils vont être frustrés parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ne m'ont pas lu avant, et que du coup, ils ont la sanction sans les 5 codes que j'ai fait avant et qu'ils n'ont pas regardé. Ouais. Et donc, du coup, là, on va à la bagarre. Donc, il faut éviter ce moment-là. Mais par contre, quand on y est, il faut en sortir d'une façon ou d'une autre, et que ça soit positif pour les deux. Et ça, c'est pas si simple. Donc du coup, en fait, le résumé de ça, c'est de trouver en fait le feeling et l'équilibre de, si on compare au compteur de la voiture, de mettre du gaz et ralentir le gaz un peu. Ouais, je pense qu'on en aura des exemples aujourd'hui, demain, notamment pour le transport, ça on va le voir aussi, pas mal, qui illustreront ce qu'on vient de dire là. Donc si ça va bien, faites à droite, essayez d'avoir la même chose, et après on va faire un petit peu de travail à l'étrier. Quelle heure il est ? Parfait. Donc là, mon idée de suite de travail, c'est de voir avec l'étrier si on peut mobiliser le cheval à des endroits précis, là où on va utiliser la jambe montée. Et si ça fonctionne, bon, on va voir si on peut se mettre dessus et répéter des choses simples qu'on aura vues déjà au sol en faisant ces deux exercices-là, voir si ça fonctionne. Et après, on va rajouter de la vitesse et éventuellement de l'équilibre et de la direction en même temps. Ce qui serait bien, mais là, vous voyez, les chevaux sont quand même relativement sereins. On peut les travailler, on peut faire des demandes simples, donc il n'y a pas de raison de ne pas avancer. Alors c'est pareil, il y a quand même un moment, quand vous répétez les choses, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais pourtant j'ai pris le temps pour le débourrer ». Alors le temps, oui, il y a un certain temps, mais le temps n'est pas vrai pour chaque cheval. Enfin, ce n'est pas le même temps. Il y a un certain rythme à mettre, et ça, c'est très difficile. C'est une des choses les plus difficiles à faire passer aux gens, c'est d'avoir le rythme nécessaire qui fait que le cheval reste attentif, parce que c'est intéressant, et que s'il se plante, il sait que c'est plus difficile pour lui, ou il trouve quelques moments de confort, parce que si vous répétez les choses, et que ça n'a plus d'intérêt pour lui, et qu'il le fait mécaniquement sans y penser, eh ben, il va s'intéresser à autre chose, ou chercher un autre biais, parce qu'il ne fait rien contre nous, hein. Il cherche juste quelque chose qui est bénéfique pour lui. Donc il faut lui laisser le temps, oui, mais avoir un rythme qui lui permette aussi que ça soit intéressant. C'est comme si vous faisiez tous les jours le même exercice, à la fin vous le faites mécaniquement, mais vous n'y pensez même pas. Donc à la fin c'est bien, hein, pour un vieux cheval, il doit faire son extension d'encolure, la détente et la remise au calme sans y penser vraiment. Mais pour un jeune cheval qui est dans l'apprentissage, on ne veut pas ça. On veut qu'il soit tout le temps là. Et c'est ce qui est difficile pour eux, pour les chevaux. C'est-à-dire que, comme l'a dit Constance, le temps d'assimilation, il est court, et le temps d'attention, je ne sais plus les études, les dernières qui ont été faites, mais je crois que ça doit être de l'ordre d'une minute 30 ou quelque chose comme ça, et ça fait ça tout le temps. Donc vous avez un moment d'attention qu'il faut prendre, essayer d'avoir une acquisition d'apprentissage dans ce timing-là, et après la répétition dans les temps où ils sont moins attentifs pour refaire un nouvel apprentissage quand l'attention revient. Donc ça, il faut faire un peu cette vague et aller avec eux.
Ah, là, quelque chose à rajouter. Ich fand es jetzt auch sehr interessant zu beobachten, wie die Pferde sich haben links und rechts führen lassen. Und was wirklich klasse ist, alle drei haben das eigentlich, also 3 Personen, unsere 3 Reiterinnen, haben das sehr gut gemeistert, beziehungsweise haben sich der Persönlichkeit ihres Pferdes angepasst. Der Fuchs ist immer so ein bisschen aufmerksamer, vielleicht könnte man auch sagen mal ängstlicher. Und da war es am Anfang sehr schwierig, rechts zu bleiben. Und die Reiterin hat das sehr vorsichtig ausprobiert und ist dann auch, hat das nur ganz wenig gefordert, gleich wieder auf die andere Seite zurückgegangen und das immer im Wechsel gemacht. Sehr geschickt gelöst, einfach ihm auch Ruhe gegeben, als er ängstlich wurde. Bei dem Lusitano, war auch ganz interessant, der war schon sehr selbstsicher auf der linken Hand und als sie dann auf die rechte Hand rübergegangen ist, war er erstmal unsicher und hat wieder angefangen, alles so in der Umgebung anzuschauen. War ganz deutlich auch erstmal verunsichert, hat sich aber relativ schnell eigentlich dann in diese Situation reingegeben und war auf der rechten Hand eigentlich dann auch ruhig zu arbeiten. Beim Fuchs ist es nach wie vor immer noch nicht so ganz sicher. Es ist noch etwas schwieriger. Geht mein Mikrofon noch? So, ja, genau. Interessant ist der kleine Braune, mit dem Sebastian eben auch gearbeitet hat. Der ist jetzt auf der rechten Hand fast aufmerksamer als auf der linken Hand. Das war es ja auf der linken Hand, hatten wir ja auch diskutiert, dass er sich da so ein bisschen bitten lässt und einfach auch nicht so ganz mitarbeitet. Auf der rechten Hand war der voll da. Und das ist eigentlich auch wieder persönlichkeitsbedingt. Der ist einfach so ein bisschen mehr in sich selbst gesichert. Auf der rechten Hand war er erstmal so ein bisschen unsicher, als die Person rechts von ihm war, hat erstmal abgetastet, was will die von mir und war eigentlich mehr so ein bisschen auf der kognitiveren Achse dann auch unterwegs, sodass das mit ihm sogar besser ging. Aber insgesamt war es total interessant, wie lange die Personen gebraucht haben, bis sie sich getraut haben, nach rechts zu gehen. Und das ist aber einfach auch total korrekt und das haben sie gut gelöst, weil die Pferde einfach noch nicht wirklich ruhig waren und hier angekommen sind. In dem Moment kann ich das einfach auch noch nicht fordern. Und viele von uns haben vielleicht intuitiv einfach auch das richtige Gefühl, dass wir erstmal, wenn wir in so einer Umgebung sind, oh, ich bleibe lieber erstmal links, weil wir einfach wissen, rechts funktioniert es nicht. Aber einfach, weil das jetzt noch ein Schritt zu viel gewesen wäre. Merci. Alors moi, j'ai pas vu à droite parce que j'ai expliqué autre chose. J'ai vu que les chevaux étaient un petit peu moins collés, mais et encore, franchement, je trouve ça très homogène sur les 3. On aurait eu, enfin, je pense qu'on aurait eu des chevaux beaucoup plus difficiles. Donc là, c'est très positif. J'ai juste demandé qu'on remette un trou de sangle à à 2 des 3. Vu que l'alezan il réagit un petit peu à la selle et qu'elle a ressanglé, je lui ai dit fais-le bouger. C'est pareil quand vous longez un cheval un 3 ans, il dit mince j'ai oublié de sangler. Si vous ressanglez, refaites bouger. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des petites surprises pour ça. Parce que la sensation n'est pas la même, la pression n'est pas la même. Quand ils sont à peine débourrés, faut quand même, voilà, ils peuvent être surpris et vous mettez un peu la jambe fort, plus la pression et boum, tout le monde y va. Et après, ce qu'on va faire, donc, on va positionner l'étrier là où on va mettre les jambes. On va demander juste quelques sessions et d'épaule et de hanche. Je vais attendre qu'elle ait fini de le longer un petit peu pour expliquer. Je vais prendre un cheval. Pour qu'on puisse le faire tout de suite dès le moment où on est en selle et qu'on vérifie que le cheval soit perméable justement et qu'il comprenne qu'une pression de jambe là, ça ne veut pas dire... Alors c'est pareil, sur les jambes de position, ce que j'appelle la jambe de position et la jambe d'impulsion, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite que le cheval fasse la différence entre 2 jambes et une jambe. Et aussi, parce que c'est ça qui est... Quand on y pense, c'est très difficile pour le cheval. Tout ce qui est la bouche, c'est la même aide pour beaucoup d'indications. C'est-à-dire que la bouche, c'est tourner, c'est s'arrêter, c'est freiner, c'est se mettre en main, c'est plus de tension, c'est plus d'équilibre, etc., etc. Donc, pour que ça soit plus clair pour le cheval, il faut essayer d'en faire un minimum avec la main et un maximum avec son corps et les jambes. Donc, et je me suis aperçu que si on demande tout de suite à un 3 ans, il trouve ça normal. Alors que si... à l'époque, souvent, enfin à l'époque où ça arrive encore, mais on dit non, moi je le tends sur ces 2 rênes, on va en avant, on fait gauche-droite,
les jambes, voilà, juste pour avancer. Alors oui, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais l'année prochaine, je sais ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça, ils font même des tours à 4 ans en CSO. Hop là, on leur montre les obstacles comme ça, ils suivent leur bout du nez, et ils vont au pré après. Et à 5 ans, il faut faire les 5 ans classiques. Alors, c'est pas facile, les 5 ans classiques. Et du coup, faut remettre un petit peu d'équilibre, parce que là, il faut commencer à gérer les foulées. Le cheval, il comprend rien. Il comprend rien, parce que les aides ont été trop basiques. Et alors qu'un cheval, il est totalement capable d'avoir des aides complexes tout de suite. Et si on lui apprend tout de suite, il trouve ça normal, et donc on peut être exigeant tout de suite. Mais pour ça, il faut bien dissocier la jambe d'impulsion, donc le mouvement en avant, et je mets une jambe, tu dois céder à cette jambe-là latéralement. Alors après, sans que ça soit trop dur physiquement, c'est juste la limite à mettre là aussi. Mais sur des choses simples, ça ne doit pas être un problème. Peut-être tu peux lui faire juste une foulée ou deux de galop en le suivant, pour être sûr qu'on n'ait pas de surprise. Ça, c'est pareil, j'ai déjà eu des chevaux qui ne bougeaient pas du tout au trot, et galop, pas même locomotion, pas même engagement, et qui explosent derrière. Donc, pareil, hein, le galop sur le cercle, on sait que c'est traumatique, mécaniquement. Tant le trot, vous pouvez muscler correctement un cheval au trot, c'est la meilleure allure pour le muscler. La ceinture, enfin les abdos, moins. Le galop, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour muscler un cheval en termes d'abdos. Mais on sait qu'un cheval qui galope sur un cercle, au niveau de ton système ostéo-articulaire, c'est traumatique. Donc sur les 3 ans, je leur fais faire un cercle au galop et c'est tout. Juste pour que la selle ne soit pas une surprise et qu'ils aient déjà galopé avec la selle. Mais globalement, je ne les fais jamais galoper à la longe avec la selle. Ou alors, dans un grand espace, je leur fais prendre une ligne droite ou quelque chose comme ça. Bon, bien. Voilà, ça c'est très normal. Sur un petit cercle comme ça, un cheval grand, long, il a quand même un peu d'amplitude. Normal qu'il désunisse. Ok. L'autre main. Des questions le temps qu'il allonge à droite? Non? Okay. Juste, les chevaux sont déferrés, les 3 là. Il n'y a pas de fer, je crois. Il n'y a pas de fer là sur vos chevaux, hein? Non. C'est un peu une mode en ce moment. Parce que y a King Edward qui a gagné déferré. Alors pour la petite histoire, King Edward, moi je connais bien le maréchal qui s'en occupait. C'est suite à une blessure, et en fait c'était un concours de circonstances qui ont fait que le cheval s'est retrouvé déferré, et que finalement il s'avère que quand ils ont remis au travail après la blessure, il n'était pas si mal, donc ils l'ont gardé comme ça. Sauf qu'il n'a plus le droit d'aller en trotting, qu'il a des boots pour aller au concours, qu'il faut des sols spéciaux, etc. etc. On a fait une conférence là-dessus. Oui, c'est vrai. Vous pouvez regarder en ligne. Exact. Je connais bien aussi Dubaï du 7, parce que c'est moi qui l'ai débourré. Et quand elle est arrivée chez Julien et Paillard, ils l'ont déferré. Ils ont dit, ça va aller. Alors, elle était boiteuse pendant 2-3 semaines. Et après, ça a été plutôt bien. Il remet quelques fers collés de temps en temps. En fait, moi, ça ne me dérange pas tout ça. Sur mes 3 ans, s'il n'y a vraiment aucun problème, en général, je ne les ferre pas. Par contre, je préviens bien les propriétaires. Je dis, si je ne les ferre pas, ça veut dire que je ne fais pas l'apprentissage de la maréchalerie. Vous ferez ça, vous, quoi. La fumée, etc. Mais par contre, je dis, quand quelqu'un me dit, moi, je ne veux pas te faire, je lui dis, sous quels critères tu te dis, je ne veux pas te faire? Parce que c'est pareil, on regarde les pieds comme ça, ce qu'on voit là, c'est bien. Mais des fois, ce qu'on voit, ça n'a rien à voir avec la radio. S'il y a une profondeur de sol qui est grande comme ça, mais ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, c'est bien quand même d'avoir les radios. Donc si on a les radios, que les aplombs sont corrects, etc., pourquoi pas rester déferré?
Et il faut savoir aussi que le fer, c'est un peu l'ennemi du cheval, hein. Le poids, c'est l'ennemi du cheval en général. Donc pour des chevaux qui billardent, par exemple, ferrer, ça n'a aucun sens parce que ça va augmenter la problématique. Et ça, on en a quelques-uns des Lusitaniens, je ne sais pas si ceux qu'on va avoir billardent, mais il y en a souvent qui billardent. Et alors à part faire une ferrure très orthopédique, mais je pense qu'à 3 ans, c'est un petit peu dommage, souvent l'équitation, une équitation assez juste, et justement pas de fer et un parage intelligent, ça suffit. Donc déferrer, oui, mais pas juste on défère et on verra bien ce qui se passe, quoi. Et il faut savoir que sur des chevaux de haut niveau, il y a des contraintes. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut des hipposandales pour aller en extérieur si on veut qu'ils continuent à aller en extérieur, que les sols soient comme ci, comme ça. Enfin voilà, ça ne se fait pas comme ça. Et j'en parle parce que c'est un peu la tendance et j'ai de plus en plus de demandes de gens, même des éleveurs maintenant, qui me disent ouais, on ne ferre pas. Alors il y a aussi le coût de la maréchalerie qui rentre en ligne de compte. Du bois, ils sont tous déferrés maintenant, on ne ferre pas. Je dis ouais, bah là, elle a eu le pied bien plat, de la corne blanche, ça pète et il y a quand même eu 2 abcès, on va peut-être ferrer, non? Mais bon, voilà, c'est du cas par cas encore une fois. Ok? Je prends le plus près. Merci. Et un gant. Donc, à chaque fois que là il s'arrête un petit peu en appui sur ma main, je ne vais pas le laisser s'arrêter comme ça. Donc juste je repasse en mode marche arrière. Alors il y a la première chose, tiens je vais te donner ça parce que je ne devrais pas en avoir besoin. C'est que ces chevaux-là, je ne les connais pas. Donc est-ce qu'ils ont été codés au sol comme moi? Sûrement pas. Mais ce n'est pas grave, normalement, et vu qu'ils sont montés, ils devraient avoir une certaine notion quand même de la cession à la jambe, enfin la cession à la jambe. La cession à la pression. Ce qui est quand même bien, c'est si on peut vérifier que quand on plie l'encolure, le reste du corps ne bouge pas. Alors, vous n'avez pas besoin de plier la tête à l'épaule, hein, mais voilà, quand je demande une cession, ça suffit, juste dans l'idée que ça ne soit pas un problème. Pareil, aussi bien à gauche qu'à droite. Il est bien grand. Juste parce que si il ne comprend pas ce que je vais lui demander avec l'étrier, que je puisse le plier un petit peu et que ça ne déclenche pas autre chose. Donc après, ce que je vais faire, alors, on n'a pas la même longueur de jambe, mais je vais d'abord essayer de faire bouger l'arrière-main avec mon étrier. Pourquoi? Parce que vu que le poids du cheval, hein, c'est 70% sur l'avant-main, c'est ce qu'il y a de plus facile à bouger, c'est l'arrière-main. Quand il n'y a pas de mouvement, en tout cas. Donc je vais juste prendre un petit pli, plus pour ma sécurité, mais voilà, ma reine, elle est vraiment lâchée. Et je vais, avec mon étrier, d'abord le poser. Si ça ne répond pas, tapoter. Si ça ne répond pas, moi, m'écarter pour avoir... Voilà. Et là, quand ça répond, relâcher. Donc tout ça, pareil, c'est toujours des phases progressives. La phase numéro 1, si on les numérote, ça va être la phase que vous voulez que le cheval, à terme, écoute. Si vous lui proposez jamais quelque chose de léger, il n'écoutera jamais. Si vous mettez d'abord le coup de cravache, ce sera le coup de cravache qui sera déclencheur. Donc le mieux, c'est d'appliquer la pression que vous aimeriez avoir, comme que ce soit la bouche ou les jambes, c'est la même chose. La pression que j'aimerais avoir, c'est ça, donc je l'applique en phase 1. Et après, si ça ne répond pas, tout de suite, graduellement, je vais augmenter la pression. Alors, comme on l'a dit en théorie, comme on l'a vu avec lui tout à l'heure, avec le stick, ça peut provoquer une contraction. Tant que la contraction est là, alors il faut aller au bout de l'idée, mais ça veut dire qu'il faut répéter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus cette contraction, sinon on aura plus de difficultés. Ah mais il fait beau, hein? Donc je vais redemander, donc là je tapote, là je n'ai pas eu besoin de me décaler déjà. Je recommence, là j'ai posé, là j'appuie, là je tapote, ah là il faut que je me décale, ok c'est toujours pas acquis. Alors dès que le postérieur se lève, j'arrête ma demande. Par contre je fais attention qu'ils n'anticipent pas, donc si là ils commencent à bouger,
je recaresse, j'attends. Là, je pose. Ah, là, il y a pensé. Je vais lui laisser un peu plus de temps. Là, c'était pas mal. Le mouvement n'est pas parfait, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est l'idée. Je pose. Là, c'est mieux. J'aimerais bien juste un peu... Voilà. Que l'antérieur droit avance, en fait. Je ne vais pas en faire plus, parce que tu n'auras rien à faire après. Faites un peu les hanches de la même façon. Vous avez compris toutes les trois, rien de compliqué. Okay, si je n'ai pas de réponse, c'est que c'est bon. Vérifiez quand même votre flexion un peu latérale. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de plier les chevaux à mort, mais il faut que vous soyez sûr que, voilà, que le fait d'emmener le bout du nez avec vous continue, si ce n'est pas ce que tu veux. Tu ne veux pas qu'ils reculent. Donc, ils vont chercher des fois d'autres solutions, où il suffit de continuer à demander jusqu'à temps d'avoir la bonne réponse. En général, les hanches, c'est facile, parce qu'ils vont vite reporter, s'appuyer sur l'épaule, libérer le poids des hanches. Donc c'est assez facile, et en plus, on peut, avec son attitude corporelle, leur faire comprendre rapidement. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors après, il faut, une fois que le mouvement est acquis, c'est-à-dire appris, que l'apprentissage est passé, alors là c'est encore dans un esprit un peu plus sportif, mais après il faut une réactivité. Donc si vous êtes sûr que le cheval a compris, vous pouvez exiger de la rapidité d'exécution. Donc à ce moment-là, je vais même peut-être zapper des phases. C'est-à-dire que je passerai toujours par ma phase 1, mais par contre, je vais peut-être zapper 2-3 phases avant et faire boum boum un petit peu plus vite. Pour que le cheval il soit un peu là et que quand, à terme, quand on va lui demander d'accélérer ses pieds, que la moindre pression, il se dise ok, il faut y aller, quoi. Et là, c'est toujours dans ma tête, c'est toujours en recherche de performance. Si encore une fois, vous avez un cheval de loisir, vous n'êtes pas obligé de demander ça. Ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Il ne faut pas non plus un gros sac pour faire du loisir. Mais voilà, en tout cas, le gros sac n'existe pas. Il l'est devenu parce que vous l'avez laissé faire. Et pareil, le cheval hyper réactif, c'est souvent un cheval qui fuit la demande. Et ça, je ne veux pas non plus. Après, si au début, ça part d'une fuite, et ça, Constance, elle l'a bien dit, là, et ça, il y a plusieurs études qui l'ont prouvé, que les chevaux, malheureusement, les plus performants étaient les plus réactifs à l'environnement, et donc les plus sensibles. Mais on sait très bien qu'un cheval de haut niveau, il a quelque chose de plus, et souvent de la sensibilité, de la réactivité, qu'on a réussi à canaliser dans le bon sens. Mais des fois, ils sont canalisés un peu dans la fuite, malheureusement. Après, un cheval de course, par exemple, qui tire, c'est un cheval qui casse, systématiquement. Donc, il y a une limite à ça aussi. Et on ne peut pas sauter 1,60 m avec des combinaisons sans que le cheval soit avec vous, c'est pas possible non plus. Ça marche bien pour tout le monde ? Eh ben, ok, on passe à autre chose. Non ? Oui ? Ah oui, alors oui, ça, on va avoir aussi ces cas-là, c'est-à-dire que on applique, le cheval fait, mais à l'arrêt de la demande, il continue. Donc, je vais montrer. À droite comme à gauche. Salut, grand. Donc, en fait, il faut déjà être sûr, voilà, que là, je ne demande rien, donc il ne faut pas qu'il bouge. Donc, je vais juste refaire un peu de désensibilisation, un peu ce que j'ai fait avec le stick. Dire, il n'est pas content en plus. Mais je vais juste pas faire attention, ça lui plaît pas. C'est là où je suis plus à l'aise avec un licol qu'avec un mort. C'est bien. Tout va bien. Ok. Et donc une fois que j'ai ça, je vais redemander.
Et s'il continue, là, je refais ma désensibilisation. Ah, il s'arrête, j'arrête. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose que je n'ai pas demandé, en fait, je vais rajouter un peu d'inconfort. S'il bouge alors que je ne l'ai pas demandé, soit je vais le faire bouger un peu plus, soit là, ce que j'ai fait, je vais taper sur la selle, faire quelque chose que le cheval n'est pas forcément content d'avoir. Et là, en plus, j'ai vu... Alors, il peut bouger sans me coucher les oreilles, s'il te plaît. Donc là, voilà, là, on voit qu'il y a un petit peu d'incompréhension. Voilà, ça, c'était bien. Tu vois, et puis il va répéter ça jusqu'à temps qu'il ait compris. Il ait compris. Et il est un peu agacé. Mais j'ai perdu un peu son attention. Ok, ouais, ça c'était bien. Et après faire quelque chose d'agréable, mais ça apparemment pas forcément. Là, il n'est plus trop là. Pareil à l'autre main. Là, c'est déjà moins. Là, j'ai rien demandé. Il n'est pas content quand même. J'en fais un petit peu moins parce que je vois qu'il couche un peu plus les oreilles si je suis un petit peu plus invasif. Ok, ça va ça? Là, je demande. Ouais, bien. Ça, c'était parfait. Tu vois, donc en faire un petit peu plus quand il continue à anticiper. Après, souvent, alors là, il y avait peut-être une petite incompréhension entre la demande et je demande pas. Mais quand il commence à anticiper les exercices, c'est le moment d'en changer. Peut-être quitte à y revenir après, hein, c'est pas grave. Tiens, bah, viens avec l'alezan, on va faire les épaules. Tu peux te rapprocher ? Donc les épaules, c'est un petit peu plus délicat parce que il y a une question quand même d'équilibre un petit peu plus. Je vais faire de ce côté-là pour que tout le monde voit. T'as un grand ? Ouais, attends. S'aperçoit. Alors là, il ne sait pas avec qui il est. T'es avec moi. Ok ? Alors là, par contre, j'ai un bon truc. Ça, c'est cool. Alors ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est des outils, presque. Il ne faut pas s'en priver. Quand on sait qu'on a un spot où vraiment ils adorent, ça va être une base de renforcement. Alors, a priori, on ne peut pas dire renforcement positif, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne l'est pas, négatif. Ah, c'est cool. Ok, donc là, je vais mettre mon étrier à la sangle. Alors là, je vais viser un petit peu devant, parce que c'est plus... je vais donner une indication un petit peu, et je vais attendre. Voilà. Hop, et je vais freiner parce que je ne veux pas de mouvement en avant. Donc, je vais recommencer. Là, je ne veux pas de mouvement en arrière non plus, donc je continue. Ouais, ça, c'était bien. Hop, je freine quand même. Vous voyez, c'est plus délicat parce que j'ai un équilibre qui est plus compromis. C'est plus difficile pour lui de se mobiliser. Mais encore une fois, ce n'est pas le mouvement parfait que je cherche, c'est l'idée. Je vais juste vous montrer où mettre l'étrier, mais c'est le même principe. Si le cheval ne répond pas, on augmente la pression. On lui donne une indication avec la rêne extérieure, parce que ça peut l'aider à comprendre. En plus, l'avantage, c'est que ceux-là, ils ont déjà été montés, donc ils ont déjà des notions. Quand vous avez des chevaux qui n'ont pas été montés, qui n'ont pas fait de longue rêne, qui n'ont pas été longés, c'est plus complexe. Mais bon, ça veut dire qu'on met la charrue avant les bœufs. Et ça veut dire qu'il faut quand même leur apprendre 2-3 trucs avant.
tu mets ton étrier là, parce qu'avec la sangle et le cuir, c'est moins... Tu peux le mettre ici aussi, hein, mais... Le mieux, c'est de le mettre plus en avant. Il faut que ça soit assez clair pour le cheval. Si entre les hanches et les épaules, il y a ça de différence, au début, c'est pas très clair. Ça pourra l'être à terme, hein, parce que un cheval, à terme, il peut faire une différence d'aide tellement fine, enfin, moi, il m'impressionne à chaque fois. Hein. Tu as compris le principe? Ok, et ben pareil, à gauche, à droite. Et si ça fonctionne avec les trois, on va pouvoir commencer le montoir.